Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue sur le nouveau rendez-vous de Verbaudet, la table ronde des parents. On est 4 parents ici et on est là pour parler parentalité sans tabou, sans mode d'emploi, que du partage en toute bienveillance, des expériences, des anecdotes. Je vais laisser mes 3 parents autour de cette table se présenter et je terminerai par moi-même. Si ça te dit, Caroline, de commencer. Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants, une fille Stella de 10 ans et demi et un petit garçon, Tony, de 7 ans et demi. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Stilver, j'ai 30 ans et j'ai une fille qui a 12 ans et demi, parce que oui, le et demi, c'est très important. Voilà, c'est important, qui s'appelle Camilla. Enchanté. Moi, je m'appelle Stéphane, j'ai 42 ans. Je suis donc le plus vieux de la troupe aujourd'hui et j'ai 3 enfants. Une fille de 10 ans et demi, un garçon de 8 ans et demi et un petit garçon de 4 ans et 3 quarts. Les 3 quarts, je suis en train de faire le calcul. Alors, pour moi, je m'appelle Morgane, j'ai 39 ans encore, bientôt 40. Tout ça pour dire que j'ai aussi un enfant de 14 mois, un petit garçon qui s'appelle Gabriel et qui est magnifique. Oh, c'est trop mignon. C'est beau. Alors, comment est-ce qu'on commence ? Est-ce qu'on commence par une première question ? On va dans le vif du sujet, on y va sans tabou ? Ouais, on y va là. Allez, vas-y. c'est parti. Sans jugement, les gars. Sans jugement, On est chaud. honnête. Quand on devient parent, est-ce que sa propre vie passe au second plan ? Caroline. Évidemment. Allez. Évidemment, on le sait un petit peu. Oui, moi, ça fait que 14 mois, donc je suis encore une petite jeune là parmi vous qui découvre justement toute la frustration, même si j'adore mon enfant, je l'adore, je l'aime d'amour, mais c'est vrai que c'est du second plan, du troisième plan, même on passe après son enfant, on passe après les corvées, les obligations, les tâches ménagères, tout ça, on en parle aussi. Pour ma part, c'est même pas du second plan, c'est ce qui reste à la fin, le filtre la fin, la petite poussière de temps qui reste, je pense à moi. C'est ça. Oui, Voilà. Mais après, tu vas voir, tu vas récupérer plus de temps pour toi. Alors, c'est en train de s'inverser un petit peu parce qu'il a gagné en autonomie. C'est ça. Comme il marche. Du coup, il a beaucoup plus... il a pris conscience de certaines choses. Donc, j'ai moins à surveiller ses faits et gestes. Pardon, je te coupe, si je peux me permettre. Bien sûr. Quand ça commence à marcher, c'est le début d'autres bêtises. Exact. Parce que ça va partout et t'es tout le temps en train de dire non, pas ça, tu touches pas ça. Parce que ça va partout, ça touche tout. Et le non, c'est jusqu'à Oui, jusqu'à c'est tout le temps. vrai que je passe ma vie Mais après réflexion non, à dire non. Non, à expliquer parce que j'essaye de ne pas commettre les erreurs que j'ai... mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais on va dire qu'il y a certaines choses les noms sans explication, j'essaye d'expliquer à l'enfant, Gabriel, non, parce que si tu mets les 2 doigts dans une prise, tu t'électrocutes, et voilà, donc ça risque de faire mal. Et de ne pas rester sur un juste non qui peut générer de la frustration, etc. Je me dis qu'au fur et à mesure, à force de répéter les choses, ça peut quand même... Quand on est fatigué, c'est juste non, j'ai dit non. Ouais. C'est bon, stop. T'expliques, mais après... Après, le temps libre aussi sert aussi à ne pas s'oublier, je pense, en tant que parent, et c'est très important parce que la tension que peuvent apporter les parents parce qu'ils ne sont pas reposés va très vite se retrouver sur l'enfant. Et le fait aussi, des fois, de prendre du temps pour soi, c'est aussi prendre du temps finalement aussi pour l'enfant, pour qu'il se sente encadré de la bonne manière, pour pas être... Pour ton bien-être, voilà. Du coup, tu communiques en fait... Et il peut le comprendre aussi, Non, mais t'es obligé, sinon tu donnes pas un bon exemple non plus. Et même dans un couple dans une famille monoparentale ou dans un couple où la charge mentale est déséquilibrée, il faut de toute façon faire primer quand même à un moment tes choix, parce que sinon tu renvoies de toute façon pas quelque chose qui lui plus tard ou elle plus tard pourra lui être utile à vivre son couple et sa famille, quoi. Ils veulent avoir des parents épanouis, finalement, les enfants. Mais nous, on a envie d'être épanouis, sinon on serait pas là. C'est vrai que j'ai oublié de préciser quelque chose. Je suis dans un schéma qui n'est pas traditionnel. Je suis maman célibataire. Je ne sais pas si c'est intéressant de le dire maintenant, mais là, je rebondis sur le côté monoparental, charge mentale, etc. J'ai décidé d'avoir un enfant seul. Et concours de circonstances, mon chéri s'est greffé au schéma 2 semaines après cette décision. Et donc, j'étais enceinte de 2 semaines. Et il s'est greffé à la grossesse et greffé à notre vie. Mais c'est toujours quand même... Je suis quand même monoparentale. Parce que j'ai quand même cette charge mentale, on ne vit pas ensemble...
on y va doucement sur la Et il prise de l'appelle responsabilité. Alors déjà, il ne parle pas encore. Il marche partout, mais il ne dit pas grand-chose. Mais non, on ne le fait pas appeler papa. Ok, On a d'accord. un petit surnom mignon, mais pour moi, tant qu'il n'y a pas une vraie réflexion de la part de mon partenaire, une prise de responsabilité qui est irréversible, parce que Exact. quand on devient papa, on est d'accord qu'on ne retourne pas sur sa décision. Bah non, je normalement. protège. Voilà. Oui, normalement, évidemment. Après, tu peux avoir des vagues, mais c'est pas souhaitable. Enfin, je pense que c'est pas souhaitable. En tout cas, j'essaye de le protéger au maximum. Donc, il y a un nom, un petit surnom affectif, et puis Doudou. Ok, voilà. Il s'appelle Édouard, c'est facile. Hein. Ah bah oui. Voilà, donc Doudou. Pour revenir à la question qui était celle de la carte là tout à l'heure, je comprends mieux pourquoi tu disais on a plus de temps. Bien sûr qu'on a moins de temps, mais moi j'estime pas que j'avais plus de temps. Avec 3, j'ai quasiment plus de temps. Oui, mais avec 1, j'avais du temps. Et on est dans un couple plutôt équilibré dans l'engagement de la charge mentale et tout. Et je pense que je sais pas comment c'est dans une famille où toi tu as eu ce bébé, tu dis toute seule, ou quand tu es toute seule après une séparation ou quelque chose. Mais j'espère qu'il y a quand même des solutions, parce que sinon, comment tu fais, quoi? D'ailleurs, je rectifie ce que je dis, parce qu'en fin de compte, quand tu me disais seul, et tu reprends les mots, qui est une expression consacrée, je ne suis pas seule. C'est pas un enfant seul. Je l'ai fait techniquement, biologiquement. Il a été amené seul, mais au final, j'ai toujours été entourée et soutenue. Mais voilà, le côté tant mieux pour lui. Voilà. Ça vous va si on passe à une autre question? Mais oui. Allez. Ouh. Alors, est-ce que vous avez dû faire le deuil de votre ancienne vie? Plutôt le fait d'avoir un enfant qui m'a fait réaliser à quel point le temps passait vite et qu'il fallait pas que j'oublie de faire ce que j'avais prévu de faire. Donc c'est presque un deuil à l'envers. Bien sûr que le deuil, j'ai perdu mes cheveux, mon corps a changé. Enfin, il y a des deuils qui se font aussi parce que la vie avance. Et c'est une prise de conscience, tu dirais? Ouais, je dirais que c'est au moins autant un deuil de ce qui est parti que les gars, maintenant, on y va, quoi. Parce que le temps presse, il presse parce qu'il n'en reste plus beaucoup, et en plus, il presse parce que... ça file. Parce que ça file, voilà. Trop vite. Et je trouve que ça nous a accéléré. Moi, ça m'a accéléré. Ah ouais, ça accélère. Je suis un peu du même avis où, en fait, le fait d'avoir un enfant, ça m'a permis de me dire, ok, là, surtout du coup très jeune, j'étais aussi dans ma phase, qu'est-ce que je veux faire comme métier finalement de ma vie, et qu'est-ce que j'ai envie de développer dans ma vie, et du coup j'ai voulu vraiment faire des choses finalement que je savais depuis longtemps, mais que j'aurais pas forcément développé si j'avais pas eu d'enfant. Aussi jeune, tu veux dire, peut-être? Oui, bah j'ai quand même mis du temps. J'ai quand même mis du temps à me construire, en fait. Je le dis des fois. J'ai mis du temps à me construire. En même temps. Voilà, en fait, avant d'être parent, il faut être adulte. Donc, quand on a 17 ans, on n'est pas vraiment encore adulte. Donc, on a aussi des choses à apprendre. Et en fait, le fait d'avoir ce cheminement-là psychologique personnel m'a permis de savoir ce que je voulais faire de mes 10 doigts, en fait, tout simplement. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu fais, ou qu'est-ce que tu as fait, et qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu... Moi, je suis dans l'artistique. Ouais. Et c'est quelque chose que, donc, comme on peut dire, c'est un métier passion. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai envie aussi d'enseigner à ma fille, de lui dire, si tu es passionné par quelque chose, va au bout, essaie, et tu verras. Et finalement, les échecs, tout ça, c'est la meilleure source d'apprentissage tout au long de sa vie. Donc, c'est plutôt ça, en fait. J'avais envie d'apprendre ce que je voulais lui enseigner, tout simplement. Et j'essaie. C'est un travail de tous les jours. Il y a un truc que tu as dit pendant, excuse-moi, oui, je t'en prie. Tu as dit un truc, il faut d'abord être adulte avant d'être parent. Enfin, en gros, être adulte avant d'avoir des enfants. Ouais. Mais je suis... Enfin, moi, je n'étais pas adulte à 31 ans. Enfin, si, il y a des choses que tu fais différemment qu'à 17, il y a des choses que tu feras différemment à 50. Mais en vrai, je sais pas si j'avais passé le seuil d'adulte minimum, tu sais, pour être parent. En fait, on n'est jamais prêt à être parent, ça n'existe pas. Non, on n'est pas. On peut faire tous les cours de maternité qu'on veut, il y aura des choses où on va pas savoir. La plupart des choses, on va les apprendre sur le tas. Voilà. Je trouve. Et vu que on est tous différents, comme chaque enfant est différent, on apprend aussi de cette différence-là de nos enfants. C'est très très psychologique tout ça. Hein. C'est très. Et puis aussi on spirituel. Dit, moi jamais je ferai ça quand je serai parent. Ah oui, ça on a plein de principes, c'est vrai ça. Les principes. Je dois voir, ça va vite.
Ça va très, très vite. Là, tu as l'impression que ça stagne un peu, mais d'un coup... Que c'est répétitif. Oui, que c'est répétitif. Mécanique et répétitif. Et d'un coup, tu vas voir, il va avoir 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans. Tu ne vois rien passer. Ça va extrêmement vite. Moi, j'ai beaucoup aimé les premiers voyages, par exemple, avec les enfants, parce que on voyait dans d'autres cultures, même cultures occidentales qui ressemblent à la française, mais quand même, sur les enfants, ne serait-ce que l'Allemagne, c'est un peu différent. Oui. Il y a des parents, on le voit sur les réseaux, qui partent faire le tour d'Europe à vélo avec les enfants. Ouais, c'est vrai. Ça arrive. En semi-caravane vélo. Et les enfants, les 3 premières années, ils vont pas à l'école. Donc, ça le fait même 4-5 ans. Des fois, ils continuent à faire le tour d'Europe et à faire l'école à la maison, mais en voyage. Et en fait, ça fait des personnes, finalement, qui sont quand même construites. Exactement. Ouais. Et quand même intelligentes. Il n'y a pas qu'une seule voie d'être parent et d'oublier un petit peu une seule façon de faire. Et il y en a qui adaptent très facilement la vie de leurs enfants à leur parce que les enfants s'adaptent très facilement. On y retourne. Allez. Alors, peut-on aimer profondément son enfant et détester certaines phases? Je pense que si on est honnête, on peut tous dire oui, non? Je réponds par moi. Bon, alors Stilver, dis-nous. Et détester profondément certaines phases. Pour moi, l'enfant peut aussi amener des réflexions sur soi et parfois piquer là où ça fait mal. Ah oui. Ou alors être très agaçant. Donc provocateur, agaçant. Après, il y a quelque chose avec l'éducation, avec les grands-parents aussi, où en fait, moi, je me fais beaucoup aider de ma famille pour éduquer ma fille quand elle est avec moi. Et c'est vrai que des fois, on a des choses sur l'éducation avec ma mère où on n'est pas d'accord. Donc elle, c'est la mamie, un petit peu mamie gâteau. Et du coup, moi, il y a des choses où, par exemple, quand elle est très sucrerie, donc elle va vouloir avoir des bonbons, elle va me demander, je vais lui dire non. Et du coup, elle va demander à mamie. Donc ça peut être facilement... Et mamie cède. Et mamie, va pas le... Mamie, c'est mamie. Des bonbons chez mamie. Un petit bonbon. C'est rien. Donc en gros, elle contredit, elle va à l'encontre de ton éducation. Donc là, ça peut être problématique. Mais il faut pouvoir le régler. Déjà pas... moi, après, c'est mon avis, pas devant l'enfant directement, mais dire, moi, j'avais dit non. Cette fois-ci, ok, ça passe. Mais la prochaine fois, si elle te pose la question, demande-lui si elle m'a demandé avant de dire quelque chose. Parce que donc sinon... si tu veux dire en fait que ta fille, la phase que tu n'aimes pas trop, là si je le rapporte, parce que là on parle c'est plutôt ta maman qui respecte pas tes règles, mais là ta fille en fait c'est une phase de manipulation, elle dit papa veut pas, je vais aller voir mamie, c'est ça? Ouais. Elle est bien construite au final. Hein, oui, c'est comme ça. On va chercher son but. Après, elle peut jouer aussi avec le fait que, mais je t'ai demandé tout à l'heure, alors que là, je le demande que maintenant. Donc, c'est pas le même moment où j'avais envie. C'est logique. C'est d'une logique imparable. C'est trop malin, ces enfants. Mais oui, mais elle a raison. Elle a raison. Elle a raison d'essayer. Ma fille, en ce moment, elle est en mode, elle crie. Elle crie tout le temps. Laquelle j'en ai qu'une. Qui a 10 ans et demi. Donc, préadolescence. Et elle a décidé de faire tout en criant. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je crie par-dessus? Et donc, elle se met à crier. Et moi, donc, je criais encore plus. Après, je me suis dit, non, attends, ça ne sert à rien. Puisqu'en fait, les enfants nous reproduisent. Hein, donc, j'ai dit, Stella, tu sais quoi? Viens voir. Je l'assois sur mes genoux. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? On va pas se crier dessus, là. Tu me cries dessus, mais en fait, je ne t'ai rien fait. T'es en train de me demander quelque chose de banal. Et d'une façon pas banale, puisque tu me cries dessus parce que t'es déjà énervé, parce que ton petit frère t'a fait je ne sais pas quoi, parce qu'elle est... Ils sont en conflit, ils s'entendent pas très bien. Ils s'entendent très très bien et ils se détestent aussi. Je la prends sur mes genoux, je lui dis, regarde Stella, on est bien, on s'aime, regarde, viens là mon petit chat, je lui fais un petit câlin, je canalise, je gère son émotion, je la fais redescendre et elle se dit, ah mais oui, mais en fait ça sert à rien que je crie là. Et toi non plus, et si maman crie, elle va être en colère, du coup... Tu lui donnes l'exemple que c'est la façon de régler ça aussi. Exactement, et oui, parce qu'il faut pas je gère les émotions. C'était quoi la question exactement? C'était les phases détestables. Mais contre. Peut-on aimer profondément son enfant et détester certaines phases? Toi qui en as 3. Il y a des phrases détestables qui sortent comme ça, mais non, moi je... De nous, t'es nul, papa. Non, alors nous, bien sûr qu'on en fait, mais je pense qu'on se rend même pas compte. Et eux, c'est pareil, il y a une espèce de... Ouais. Non, mais il y a des trucs classiques.
t'es gros, pour plaisanter, dis ça, tu sens pas bon, je préfère parler à maman, enfin des trucs comme ça. Des choses où tu comprends rien, je te déteste. Mais c'est pas, je pense que c'est plutôt autre chose. Moi, sur les phases détestables, moi je trouve que sur les premiers mois, tu disais 14 mois, donc à peu près quand il commence à bouger, marcher et parler un peu, à communiquer, jusque-là j'avais du mal moi à trouver ma place. Bien sûr, tu les déplaces, les poupons, tu les câlines, tu les endors, tu les bisoutes, enfin tout ça, tu t'occupes d'eux, quoi. Mais je trouve que les premiers mois, pour le papa qui n'a pas porté, pour la personne qui n'a pas porté l'enfant, là pour le coup, pour moi c'est papa, il y a une distance quand même qui est difficile à combler. Alors je sais pas si vous avez allaité par exemple, mais nous on a trop envahissantes. Ouais, il y a un lien qui est parce que nous les mamans on est trop envahissantes, on laisse pas assez de place. Je sais pas, je pense que la question du corps elle est différente complètement, qui est allaitement ou pas d'ailleurs, hein. Mais pour nous la phase du jeu qui commence entre 1 et 5 ans, c'est une phase que j'adore parce que pour le coup il y a un truc qui se développe il y a une interaction. Ouais, il y a une interaction, puis de manière assez classique, c'est peut-être moi qui fais des jeux un peu plus risqués par moment, donc ils aiment cette espèce de jeu du risque, d'être balancé, poussé un peu quoi, sur les limites. Il y a un truc qui entre 1 et 5 ans a été plus facile, alors que jusqu'à 1 an, même si j'ai adoré mes enfants, il y avait du mal à trouver. Ouais, il y avait quand même des moments où à part les promener un peu, les prendre dans les bras, les changer et tout, c'était toujours un peu la phase ingrate. Pour le père, c'était un peu répétitif, un peu ingrat. Aussi, hein. Oui. À partir de 12-15 mois, j'ai trouvé que ça commençait à être plus agréable pour moi. Ouais, j'adore parce que moi, je suis en plein dans une phase que j'aime pas du tout. C'est vrai. Oui. Non, après, ça va parce que... comment dire, c'est ton enfant, parce que c'est l'amour inconditionnel de l'enfant, mais ouais, on voit très bien. Et alors là, et tu manges et puis je crache et j'en mets partout et je jette tout et maman tu ramasses et hop je te le remets, tu le remets pas par terre. si regarde, regarde-moi. Très ingrats. Hein. Oui. C'est pas beau, par exemple quand tu leur prépares à manger. Tu te casses la tête à faire des plats. Moi, j'aime pas à la base cuisiner. C'est pas mon délire. Mais je fais l'effort pour mes enfants. J'ai appris, je fais. Ils sont là. Bah, c'est pas bon. C'est nul ce que tu fais à manger. Tu viens de te taper 1h30 dans la cuisine. C'est dégueulasse. Oh, bah, merci, c'est gentil. Non, mais c'est pas bon quand tu fais à manger. Ok, bah merci les enfants. Ils ont vraiment l'air horribles, tes enfants. Ils sont horribles. C'est Stella encore ? Les deux. Ils mangent rien. Ils mangent un peu. Ouais. Ils mangent rien quand tu cuisines ou ils mangent rien tout court ? Parce que c'est tout court. Des petits moineaux, non, ça mange rien. Si des pâtes, les pâtes au beurre, on adore. Ouais. On pourrait leur faire des coquillettes beurre tous les jours, ils sont contents. Oui, je pense que donc du coup, à l'unanimité, on peut dire qu'on aime profondément nos enfants, mais qu'il y a certaines phases qui sont détestables. Moi, je commence cette phase de frustration. Ah oui, et la phase aussi actuellement. Il n'est pas d'accord quand je le remets dans la poussette puisqu'il a découvert que ses pieds pouvaient le maintenir en équilibre et le déplacer d'un point A à un point B. Donc quand je le force à se mettre dans la poussette, il se raidit. Et là, je vois tous les regards environnants qui font. Eh ben, c'est pas géré celle-là. Hein. Oh, c'est horrible. Et là, t'es comme ça. Non, mais sinon tout va bien. À la maison, on arrive, on habite juste là. Allez, on y va. Allez. À quel moment avez-vous eu le sentiment d'être un mauvais parent ? Tous les jours. Ouais. Allez, vas-y Stéphane. Non, mais tous les jours. C'est comme les phases détestables. C'est tous les jours. Tu penses que tu as mal dit un truc, que tu n'as pas dit un truc, que tu as fait un truc, que tu n'as pas fait un truc. Et eux te disent que tu as mal fait un truc alors que tu l'as bien fait, mais ils le prennent mal, ou ils veulent te dire que tu l'as bien fait, mais ils ne savent pas comment le dire. Enfin, hier, par exemple, je disais, je suis moins présent à la maison. Et du coup, je m'en voulais parce que t'as des phases, en fait, t'as des moments, t'as pas forcément envie d'aller au boulot, ou tu galères sur des trucs, et tu dis, et en plus, je suis plus absent, et tu vois qu'il y a des trucs eux-mêmes ont galéré, ils ont eu trop de choses à faire avec leur mère, enfin, il y a trop de trucs, et tu t'en veux de ça. Donc ça, c'est en dehors, ça se trouve, ils l'ont pas mal vécu, mais toi, tu le vis mal. Après, des choses même un peu bateau, il y a au moins une anecdote par enfant où j'ai minimisé leur état de santé, un petit peu.
Un coup, c'était une crise d'asthme qui, en fait, a nécessité les urgences. Oui. Une autre fois. Mais en fait, tu sais pas si tu aurais pu savoir ou si tu as. Si c'est de la comédie. Ouais, et en même temps, tu les as quand même amenés aux urgences. Donc, il y a un moment où tu as quand même pris l'alarme, mais tu revis les dernières heures en te disant j'aurais dû faire ça 6 heures plus tôt. Ouais, si j'avais pu faire autrement. Ou un pied cassé, ou une. Oui, j'ai mal. On a eu plein de trucs comme ça, évidemment, mais comme tout le monde. J'en ai une, si vous voulez. Ouais, vas-y, dis-nous. J'adore. Mon fils, il y avait le cross de l'école. Mon fils est tombé en jouant avant de partir courir. Comme ça, je dis c'est bon, tu te relèves, tu cours. Hein. Oui. Et il est comme ça. Oh là là, qu'est-ce qu'as-tu fait, Caroline? Il avait sa cheville brisée. Obéissant quand même. Oh non. Il a été courageux, il a été courir. Et après, j'ai vraiment mal, maman. Bon, allez, je vais t'emmener quand même. Il avait la cheville pétée. Il a fini en plâtre, mais il a fait son cross et il n'a pas été trop mauvais. Mais tu vois, parce que c'est bon, allez, relève-toi, parce que c'est pas le moment, là, tu vas courir. En plus, j'avais envie qu'il aille courir. Enfin, c'était cool. J'ai mal. Allez, c'est bon. Il y avait l'os du tibia qui sortait. Fracture ouverte. Pas de sang. Un petit garrot, c'est reparti. Qu'est-ce que ça t'a provoqué? Parce que quand t'as appris du coup qu'il avait la cheville, je me suis dit, putain, t'es nul, mais c'est pas possible. Mais t'es excusé. Est-ce que ça vous arrive de vous excuser d'ailleurs à vos enfants? Parce que ils s'excusent eux de leurs bêtises, mais nous aussi on en fait. Oui. C'est plus le papa. Moi je m'excuse tout le temps. Ah oui. Tout le temps. Pas tout le temps. Je suis d'accord avec toi. Pas tout le temps, mais pas sur le. Je le fais tout le temps dès que je fais quelque chose que j'estime. J'ai perdu patience. Je me retrouve en face d'un enfant qui potentiellement parfois me regarde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'énerves? Il l'exprime par le regard, donc du coup tu te retrouves à redescendre et te dire non mais le pauvre. Quand par exemple il pleure parce que je le prends pas dans les bras dans l'immédiat et que je dois faire des choses parce qu'on doit bouger dans la maison, on doit se préparer. Et je dis non mais je ne peux pas, Gabriel, s'il te plaît. Gabriel, arrête s'il te plaît. Et après j'ai dit mais pourquoi je lui dis arrête, le pauvre, il y est pour rien, il veut juste des bras, il comprend pas, il faut que j'explique, mais j'ai un peu de recul. Tu peux pas expliquer tout le temps en fait. Voilà, mais je lui dis écoute, je suis désolée, j'ai parlé un peu sèchement, j'ai parlé un peu. Pardon. T'es trop mignonne. Ouais, parce que je vois son regard, il est tellement souriant et tout d'un coup il change. Mais pourquoi tu réagis comme ça? Et je vois vraiment toute la tu vois, le questionnement dans son regard, c'est tranchant. Moi, ça me coupe en deux, quoi. Je veux dire, la gestion des émotions, c'est pas mon fort. Hein. Quand ma fille est née, après, j'ai fait le choix de voyager aussi pour, comme je disais, pour rebondir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, de me construire en tant que personne avant d'être parent. Et du coup, j'ai voyagé pendant 2 ans et demi. Et c'est vrai que c'est quelque chose que même ma fille m'a déjà reproché. Tout seul, du coup, tu as voyagé seul. Oui, j'ai voyagé seul et c'est quelque chose que ma fille m'a reproché. Donc c'est un peu la question du pourquoi t'es allé t'éclater à l'étranger alors que j'étais là et que j'avais besoin de toi. T'es parti, excuse-moi, je t'interromps, mais tu es parti 2 ans et demi consécutifs ou tu revenais de temps en temps? Je revenais de temps en temps, donc je travaillais en fait à l'étranger et je faisais des allers-retours entre la France et plusieurs pays avec un employeur à l'étranger. C'était pour le travail du coup. Mais c'était pas 2 ans et demi où elle ne t'a pas vu non. Entre 10 ans et 12 ans et demi? Non, c'est quand elle avait de ses 1 an à ses 3 ans en fait. Quand elle était encore toute petite. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Mais c'est en fait, c'est à 10 ans qu'elle me l'a exprimé, exactement. Ah, parce que s'en souvient, du coup. D'accord. Elle s'en souvient pas, mais je pense que c'est le cercle, l'environnement, tout ça, et c'est des questionnements, je pense, qui viennent. Et du coup, c'est aussi quelque chose que c'était mon choix. Et ce qui m'a permis de me développer et de devenir la personne que je suis devenue. Donc, c'était important pour moi. Et du coup, c'est vrai qu'on a cette sensation-là de se dire, oui, mais c'est vrai que... La culpabilité, tout simplement. Donc, c'est... En même temps, à 17 ans, t'as rien vécu. Donc, c'est aussi normal d'essayer de se retrouver, de se chercher, de se trouver tout simplement, je pense. Hein. Allez, allons-y. C'est parti. On est un peu jaloux quand même, on aimerait bien aller voir les cartes. Hein. C'est beau. Dire oui, est-ce toujours une preuve d'amour? Pour ma part, quand j'étais enfant, pour le coup, et je remercie ma mère pour ça, elle m'a dit non plusieurs fois, je m'en souviens pas mal, et ça m'a permise d'avoir un cadre, une éducation qui pour moi m'a structurée, parce que
avec mon frère, bizarrement, par exemple, j'ai un frère plus petit. Jeune, ouais. Voilà. Non, mais on aurait pu parier. Qui a eu plus de oui, le plus jeune ou l'aîné? Ah oui. Et justement, j'ai eu plus de non et j'en venais à ça. Mon frère a eu plus de oui. On a deux chemins de vie complètement différents. Mais est-ce qu'il a ressenti pareil, lui? Peut-être pas. Lui, il l'a beaucoup moins bien vécu d'avoir autant de oui. C'est pas vraiment de oui, parce que là, je suis en train de réfléchir à ce que je dis, parce que je me dis, oula, si ma mère écoute, je vais avoir un appel dans la foulée. Et on la salue aussi. Non, c'est pas un oui, mais on va dire qu'il avait un comportement qui était plus difficile que le mien. Ouais. Et du coup, moi, j'étais plus docile. Donc, tu me disais non, je respectais. Ok. Lui, on lui disait non. Il ne respectait pas et il était dans la provocation plus que dans l'obéissance. En tout cas, pour moi, ça m'a vraiment aidé de me dire, je me souviens d'avoir un cadre, de savoir respecter, d'être à l'heure. Une fois, j'étais en retard. Ma mère m'a dit, on n'est pas en retard, en fait. On prévient. Soit on a un imprévu, on a eu un retard, mais si on est mal organisé et que c'est de son plein gré, que c'est de sa propre décision, sa propre responsabilité, on n'a juste pas eu envie de partir au moment où il fallait partir, parce que, voilà, d'autres choses à faire. Non, ça passe pas. Tu t'excuses et puis la prochaine fois, tu le refais pas. Mais en fait, c'était toute petite, j'ai appris à respecter des choses. Ouais. Ça dépend et des mon caractères. frère, on a pratiquement eu la même éducation, même si... Vous avez combien de différence? 2 ans et demi. Ouais. Oui, donc c'est quasiment pareil. Oui. Mais je pense que ça dépend les caractères, et ça, tu le sens dès petit. Ouais. Si ton enfant, il va être docile, ou s'il va être relou. Voilà. Donc bon, on les aime, c'est une preuve d'amour. On dit oui et on dit non, et on les aime quand même. Hein. On essaie de trouver un équilibre, quoi. Ouais. Voilà, on fait ce qu'on peut, avec les moyens qu'on a. Ouais. C'est bien ça, hein. Allez, y a-t-il des choses que vous regrettez du temps où vous étiez sans enfant? Le temps. le temps pour soi. De base, je vais dire... Qu'est-ce que tu faisais quand tu avais mais pas rien, d'enfant? Mais justement, tu peux faire rien. Ah oui. Mais aujourd'hui, tu peux pas faire rien. Tu ne peux pas rester, déjà, je sais pas, une journée entière sur ton canapé à scroller. Ça n'existe pas. Et puis, si tu le fais, tu vas culpabiliser grave. Je pense que ça sera la réponse de pas mal d'entre nous. C'est vraiment le temps sans enfant qui te manque. Oui. Aujourd'hui. Et à la base, je peux dire un peu, j'étais quand même quelqu'un d'assez égoïste. Et c'est pour ça que jusqu'à mes 25, je voulais pas d'enfant. Ça ne m'intéressait pas. Parce que je voulais penser à moi, rien qu'à moi. J'étais pas très enfant. Je dis, des fois, je dis, j'ai eu un enfant quand j'étais enfant, tu vois. Ouais. On en parlait tout à l'heure. Voyager avec les enfants, c'est bien. Mais quand tu voyages tout seul, il y a un truc quand même... je sais pas, il y a un truc un peu magique. Ouais, tu gères, tu découvres tout seul, Et le silence. Il y a des moments, quand même, le silence. Mais oui, comment? J'ai entendu vos respirations là. Le silence. Mais en fait, mais comment? Tu peux trouver des moments et des lieux de silence qui sont aussi des moments de solitude, des fois un peu lourds, mais le silence. Oui. Mais après, c'est vrai que là, par exemple, si je me disais j'ai envie de partir une semaine toute seule, je pourrais. Mais en fait, j'ai même pas envie. J'ai envie de les... Non, et puis j'ai envie qu'ils partagent ça. Ouais. Parce que quand tu es dans un endroit, tu dis « Oh là là, j'aimerais trop lui montrer ça. J'aimerais trop qu'il fasse ça avec moi. » Alors que tu as envie de ce calme, d'être un peu seul. Mais partir loin sans eux, c'est un arrachement. Ça m'embêterait. Ça m'embêterait. Bon, je vous propose de passer à la suivante. C'est parti. Je stresse. Non, pardon. Avez-vous déjà culpabilisé de ne pas aimer certains moments? Oh. Je pense à autre chose parce que je me disais, oui, la culpabilité, on l'axe sur nos actions, mais est-ce que notre vie personnelle, notre vie de couple, par exemple, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, vous, dans vos relations, si vous êtes établi en couple et ça se passe bien, toi en couple, ce que tu disais, mais pas avec la maman de ta fille. C'est vrai que la situation personnelle peut être aussi source de culpabilité. Est-ce que je fais bien de me disputer avec mon conjoint en face de mes enfants? Est-ce que papa, maman, quand ils se séparent, je ne sais pas s'il y a des séparations autour, on sait pas, on n'en a pas parlé, mais voilà, si quelqu'un veut prendre la parole là-dessus, je pense que c'est... Moi, par rapport à la séparation, j'ai cette impression-là, parce que moi, mes parents sont séparés, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la séparation entre deux parents est beaucoup plus acceptée et beaucoup plus normalisée qu'à l'époque, quand... moi, mes parents sont séparés. Et en fait, il y en a beaucoup de parents séparés. Et il y a beaucoup plus de parentalité originale
aujourd'hui qu'avant, et on en parle beaucoup plus. Donc je trouve que c'est moins difficile d'avoir une parentalité plus originale aujourd'hui qu'avant. Et du coup, ça aide. Ça déculpabilise. Voilà, et même les enfants, entre eux, ils parlent beaucoup aussi, à l'école, tout ça. Et toi, tes parents, ils sont comment? Ils sont séparés? Oui, c'est vrai. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu comment t'en es arrivé à faire, pour pas reprendre l'expression, à faire le bébé avec une communauté, pas toute seule, avec un écosystème, c'est ça? Bien sûr. Mais comment, si tu veux bien nous expliquer Oui, alors, je me suis pas réveillée un jour en me disant... Ouh là là, elle a 38 ans, la petite vieille, là. L'horloge biologique, même si ça, clairement, ça joue, parce qu'on ne se le cache pas. Mais non, ça remonte à un petit peu plus tôt, parce que j'ai eu un premier enfant avec mon ancien conjoint, avec qui j'étais pendant 5 ans. Une grossesse spontanée, très bien accueillie, parce que c'est toujours... pour nous, c'était un bonheur, parce qu'on était... on était en couple, voilà. Et au final, la grossesse s'est très bien déroulée. Et malheureusement, à l'accouchement, il y a eu des soucis. Je ne citerai pas d'hôpitaux, mais on a été accueillis dans un hôpital parisien qui a été jugé pour faute médicale et non-assistance. Et du coup, c'était lui ou moi. Et ils ont priorisé la maman, comme ils le font dans pas mal de cas, puisque c'est généralement la maman qui peut reproduire. Et donc, j'ai perdu mon premier enfant à 14 jours de naissance. Donc, suite à ça, avec mon conjoint, ça n'a pas tenu, puisque je pense qu'il n'y a rien de pire sur Terre que de perdre ses enfants. Et c'est pas l'ordre des choses. Donc, clairement, on n'est jamais prêt, quoi. Et encore moins quand c'est une grossesse, que tout se passe bien. À quel moment on s'attend à un drame pareil? Et donc, moi, mon couple n'a pas tenu. Il n'a pas tenu après ça. N'a pas tenu. Alors, je ne vais pas dire que tout était rose non plus avant, mais on va dire que là, clairement, le décès de notre enfant nous a conduit à une rupture imminente. 3-4 mois plus tard, paf, c'était plié. Maintenant, je suis en très bon terme avec le papa de mon premier enfant. On se soutient quand on a des moments assez difficiles. Tout va bien. Mais c'est vrai que sur le moment, on a dû vraiment couper court. Lui, c'était vraiment important pour lui. Il n'arrivait pas à continuer à garder ce lien avec moi, donc il avait besoin de faire son deuil de son côté. Moi, ça m'a anéanti parce que c'était mon seul rocher, c'était mon seul pilier sur lequel je pouvais me reposer, la personne avec qui je pouvais partager aussi cette souffrance-là, la seule qui pouvait comprendre réellement puisqu'elle l'avait vécue, et encore une fois, sans m'expliquer. Et bon, voilà, il a fait ce qu'il devait faire. En fait, dans ces moments-là, c'est de la survie. On n'est pas en train de juger le comportement de chacun, mais voilà. Et donc, suite à ça, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée, donc c'était en 2022, décembre 2022, cette tragédie. Et en 2023, je me retrouve à faire des examens de santé puisque j'avais 36 ans et demi. Et là encore, ça compte parce que en France, c'est jusqu'à la veille de ces 37 ans que tu peux congeler tes ovocytes et être prise en charge. Ok. Voilà. Et au-delà, tu peux aller, mais à l'étranger, et puis c'est très cher. Et donc, je me suis dit, 36 ans et demi, là, il va falloir que je me speed, parce que si je veux congeler mes ovocytes pour avoir l'once d'espoir de retrouver quelqu'un, de prendre mon temps pour faire le deuil, pour ensuite me reconstruire ma vie, retrouver un partenaire, et puis avoir un enfant, je signe pas avant au moins 3 ans. Enfin, il n'y a pas d'ordre, on n'est pas en train de dire que ça doit se faire au bout de 3 ans, mais on va dire que moi, il fallait que j'ai quand même un temps pour faire un deuil et pour ne pas faire un transfert et pas faire des choses trop rapidement. Bon, la vie en a voulu autrement parce qu'au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des conséquences de cet accouchement catastrophique avec une césarienne d'urgence, etc. Et qu'en plus de ça, vu mon âge et ma réserve ovarienne, on m'a annoncé, et donc plusieurs spécialistes m'ont accompagnée là-dedans, on m'a annoncé que, grosso modo, si je ne le faisais pas d'ici 1 an, je ne pouvais plus en avoir. Où j'allais vraiment... En tout cas, je ne pouvais pas faire de FIV, puisque je n'avais pas assez de réserve ovarienne, donc la FIV était déjà hors sujet. Donc, j'avais qu'une seule solution, c'est de faire une insémination et de croiser les doigts pour que naturellement ça se fasse. Sauf que, quid,
Avec qui? Parce que bon, je vais pas recontacter mon ex, hein, et puis on fait pas du réchauffé, et puis en plus de ça... Ah mais il rigolerait hein, s'il m'écoutait, parce qu'on est en très bon terme, il sait comment... Et on le salue. Salut, oui. Non, mais on fait pas du réchauffé, bon, il rigolerait, et c'est un très bon plat Picard, il y a pas de problème. Est-ce qu'on a le droit de citer? Tu es un très bon plat Picard, voilà. Bon, voilà. Mais bon, tout ça pour dire que, voilà, il me manquait quand même une personne. Et là arrive le moment où tout se chamboule, puisque tu dois gérer un deuil, hein, quand même, puisque tu es encore l'année de ton deuil périnatal, de ta reconstruction d'un deuil de rupture de couple, puisque 5 ans avec une personne, c'est ça, se reconstruire. Et en plus de ça, paf, on t'achève avec et au fait, ma petite dame, va falloir te réveiller parce que vu tes résultats déjà de réserve ovarienne, ton âge, plus les complications postpartum, etc., il vaut mieux que tu glisses sur le retour de couche potentiel, tu vois, de ta première grossesse qui t'a peut-être donné un peu des points de vie, si tu veux, pour une potentielle... Ils sont toujours en train de se plaindre, ces femmes, c'est pas possible. Non, mais les points de vie, c'est quand même pas terrible. Je veux dire, ça va. Ça va, il y a pire. Ça va, il y a pire. Non, mais j'avais l'impression, comme dans Mario Bros, tu sais, j'ai mangé un champignon et hop, j'ai une nouvelle vie, tu vois. C'est incroyable. Et donc voilà, et on m'a dit que du coup, si je devais faire ça, il fallait que je me speed. Et donc, la congélation, pour revenir à ça, n'a pas abouti, puisque je n'avais pas assez de réserve, donc pas assez de stock, donc aucune utilité de la faire. Et donc, par la suite, j'ai dû passer directement au stade PMA. Sauf que, vu l'urgence, et même si c'est ouvert à tous aujourd'hui en France, les femmes peuvent y aller, parce qu'avant c'était vraiment réservé pour... je connais plus les restrictions, donc je vais pas dire n'importe quoi, mais en tout cas aujourd'hui c'est ouvert pour les femmes célibataires, les femmes en couple avec une autre femme, etc. Donc c'est plus ouvert et plus accessible et pris en charge. Sauf qu'il y a 1 an et demi d'attente, voire 2. Ah oui, t'avais pas le temps, toi. Et je n'ai pas le temps, puisqu'on vient de me dire que je n'ai pas le temps. Voilà. Donc j'ai surmonté ça. Donc je vais réussir à surmonter le fait d'avoir un enfant pas seul, avec un écosystème. Non, parce que ça, c'était vraiment un point que j'ai travaillé beaucoup en psychologie, parce que j'arrêtais pas de dire, mais je vais pas avoir un enfant seul. Et on me disait, mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'as pas le moyen traditionnel, mais tu n'es pas seul. J'avoue, tu me racontes, et derrière, il y a une plante verte. Et quand tu dis, j'ai fait un enfant avec un écosystème, c'est sur une autre planète. Mais un écosystème, j'entends la famille, les amis, bien les sûr. gens qui me soutiennent au quotidien. J'ai des amis qui viennent m'aider à la maison, qui me disent, prends du temps, va au théâtre, je te garde ton enfant. Et c'est des personnes comme ça qui font que... Mais le terme est génial, l'écosystème. C'est quelque chose qui vient de toi ou c'est Non, de ma psychologue. Oui, c'est un terme qui est, disons, partagé dans... Oui, c'est partagé parce qu'on essaie de conscientiser qu'en fait, on ne fait rien seul. Donc voilà, donc c'est comme ça. Pour que tu connaisses un peu l'historique. Et ça a fonctionné du premier coup, en plus, pour la bonne nouvelle, alors qu'on misait absolument pas sur moi, parce qu'on me donnait 6% de chance. Magnifique. Ça a fonctionné du premier coup. Génial. J'adore. Question. Du coup, tu as eu parce que du coup, l'ovule a été fécondé, et tu as eu le choix du physique du donneur ou Alors, tu peux aller dans des pays où tu as les donneurs qui ne sont pas anonymes. Sur catalogue, tu peux choisir, etc. Moi, j'ai choisi de faire confiance. Donc, j'ai pris un donneur anonyme et j'ai décidé de faire confiance en la médecine. Alors, évidemment, il y a tout un contrôle génétique qui va minimiser les risques de maladies, les maladies les plus courantes, des maladies orphelines, etc. Mais sinon, ils priorisent, quoi qu'il arrive, ils priorisent ton type de peau. Ils appellent ça, je trouve plus le terme, là, comme ça, le karyotype, ils appellent ça. Okay. Voilà, donc je sais qu'il est caucasien. Bon, d'ailleurs, on le voit par rapport à mon enfant. Caucasien, il est plutôt châtain, les yeux marrons, mais je n'ai pas plus d'informations. Il ressemble environ, quoi. Voilà, environ. Bon, allez, on continue. Et je pense que ça va être notre dernière question. Oh non. Ah là là, on était bien, hein. On est bien là. Quelle épreuve un couple doit surmonter pour rester ensemble après l'arrivée d'un enfant? La routine. Silver. Après, moi, du coup, je suis pas... ce sera plus vous qui serez plus au cœur du couple qui est resté plus longtemps, mais je pense qu'il y a aussi cette histoire de routine où faut pas s'oublier l'un l'autre.
Après, moi, je le vois aussi parce que il y a d'autres personnes que je connais qui ont des enfants. Et voilà, faut penser à l'autre, penser que il faut que l'autre ait du temps, mais faut aussi toujours prévenir l'autre quand on sent que ça va pas, parce que c'est la communication, je pense, entre les deux personnes et entre tout le cocon familial, qu'il y ait cette communication. On voit souvent les familles un peu parfaites qui le vendredi soir font la réunion de famille. Ils se réunissent autour. Alors, comment ça s'est passé cette semaine? Est-ce que tu as des choses à dire sur quelqu'un? Presque un truc très podcast finalement. Une table ronde. Une table ronde. Donc, je pense, c'est la clé, c'est la communication et de la bienveillance entre la famille et les partenaires. Faut juste pas oublier que ça suffit pas de juste s'aimer, en fait. Faut travailler ensemble et il faut toujours oui, la bienveillance, c'est clair. Et nous, on était sur le truc de... On se marrait trop bien. On se marrait trop bien. Ça aide. Ça ne suffit pas de juste s'aimer, c'est bien ça. Ça ne suffit pas de juste s'aimer, ouais. Il faut se dire les choses. Et justement, ça fait du bien des fois quand ça pète. Mais surtout... Je trouve, hein. Les épreuves, qu'est-ce que vous avez traversé comme épreuve à l'arrivée d'un enfant? Qu'est-ce que ça a chamboulé dans votre couple? Caroline, est-ce que tu penses à quelque chose, à un changement radical, un ralentissement, je ne sais pas, de la vie intime, je ne sais pas, n'importe quel sujet, je pense, peut être touché par... Déjà, moi, pendant ma grossesse... je suis épileptique. Donc, pendant ma grossesse, j'ai fait beaucoup de crises. Il a toujours très bien géré ça, les hormones et tout. Ça m'a fait faire encore plus de crises. Et après, au fur et à mesure, il fallait... Donc, je suis quelqu'un j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Et il fallait qu'il gère ça. Parce que quand bébé se réveille toutes les 3 heures, et en plus que j'allaitais, il fallait qu'il soit là, quoi. Il fallait qu'il gère. Et je savais qu'il allait gérer. Je me suis toujours beaucoup reposée sur lui. Mais c'est comme je dis, c'est travail d'équipe. Je me reposais sur lui pour certaines choses, il se reposait sur moi pour d'autres choses. Enfin bref, voilà. Et c'est des épreuves de la vie de tous les jours, que ce soit la maladie, que ce soit les enfants qui sont chiants, ou je sais pas, le quotidien, une voiture qui pète, pas assez d'argent. Et bien voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ça a été vraiment un plaisir, je pense, pour ma part, j'espère pour vous, d'échanger. Oui, carrément. Merci à vous. Cet épisode de la table ronde des parents de Verbaudet. Merci encore de nous avoir écoutés et à très bientôt.